Rabin, directeur de l'innovation, des applications et de la science au CNES, Cédric Balti, vice-président innovation chez Thales Alenia Space, et Gauthier Brunet, CEO de la start-up TrustMe. Et puis le modérateur, vous le reconnaissez, Guillaume Gralet, journaliste, rédacteur en chef Tech au Point. Guillaume, c'est à toi. Merci beaucoup Emmanuel, merci beaucoup à vous quatre, c'est vraiment super de vous avoir cet après-midi et on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance déjà d'avoir beaucoup de monde dans la salle, c'est super, et on va se projeter dans l'avenir, on va peut-être décoller un peu. Alors les quatre personnes avec beaucoup de responsabilités qui sont avec nous aujourd'hui ont peut-être pour ambition un jour de nous envoyer en l'air, dans l'espace, on ne sait pas, mais en tout cas ils veulent sans doute améliorer la vie sur Terre avec le New Space. Le New Space qui permet une meilleure connectivité, qui permet une meilleure observation de la Terre. Alors est-ce que c'est ce qu'on appelle une 4e révolution industrielle? On voit bien que le New Space permet de miniaturiser en fait les objets qu'on envoie dans l'espace, permet de diminuer également les coûts. On voit également une mondialisation des projets qui viennent des Philippines, d'Inde, d'Équateur. C'est absolument fascinant et on va tout de suite donner la parole à Gauthier qui est directeur opérationnel de la startup TrustMe pour lui poser cette question, ainsi qu'à vous quatre, qu'à vous trois. Est-ce qu'on a vraiment une révolution industrielle avec le New Space? Donc TrustMe, c'est une start-up qui fait de la propulsion pour petits satellites et qui s'inscrit dans cette nouvelle dynamique du New Space. Moi, je dirais qu'elle a deux principales caractéristiques. C'est un rapport différent au risque et donc l'utilisation de nouvelles technologies qui permettent l'éclosion de nouvelles architectures qui, dans le passé, ne pouvaient pas voir le jour, et un fonctionnement plus commercial. Traditionnellement, le spatial, même si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais était drivé par des projets typiquement gouvernementaux, et donc il y avait un aspect géopolitique très fort. Et le New Space est marqué moins par ça. Certains des clients de TrustMe sont purement commerciaux et la provenance, la nationalité de la start-up qui produit ce qu'on leur délivre ne les intéresse pas. C'est purement donc, livrer des produits qui marchent bien, qui soient fiables et qui ne coûtent pas cher. Donc, moi, je n'utiliserai pas le terme de révolution industrielle. Je pense que c'est la disruption ou en tout cas le renouvellement d'une industrie qui historiquement était quand même assez cloisonnée, notamment par les coûts importants qui existaient et donc un rapport au risque qui historiquement était extrêmement limité. Mais très, très rapidement, Gauthier, à quoi ça peut servir le New Space? Si on peut donner des exemples très concrets pour les personnes qui sont dans la salle. Donc, très concrètement, il y a deux types d'applications sur les clients à qui je parle. Typiquement, les constellations, donc c'est des ensembles de petits satellites pas chers autour de la Terre, typiquement en orbite basse. Numéro 1, c'est l'observation de la Terre dans toutes les longueurs d'onde qu'on peut imaginer. Donc, vous connaissez certainement Google Earth. Il y a des startups qui travaillent pour faire la même chose, mais en temps réel. C'est-à-dire, Planet, par exemple, est une boîte américaine qui image toute la Terre chaque jour. Et donc ça, c'est dans le visible. Et il y a des projets similaires en radar, infrarouge, et toutes les autres longueurs d'onde qu'on puisse imaginer. Donc ça, c'est le premier type de start-up et d'application. Le deuxième, c'est tout ce qui est la connectivité. Donc il y a la moitié de l'humanité qui n'a pas accès à Internet. Et donc par les satellites, on peut donner accès à la deuxième moitié de l'humanité. Et tous les projets de IoT, donc c'est Internet des objets. Demain, tous les objets seront connectés. C'est-à-dire c'est votre frigo, votre maison, votre voiture, tout pourra communiquer. Et l'espace est une des infrastructures qui est envisagée pour ces projets IoT. Merci beaucoup. Alors Gilles, en charge entre autres de l'innovation au CNES, qu'est-ce que vous pensez du New Space en fait? Si vous voulez, pour moi, le New Space, c'est deux choses. D'abord, c'est un revival des années 60. Le spatial est au cœur, aujourd'hui, de toutes ces évolutions de société, est au cœur des médias. On est là. J'allais dire, dans le 26, donc je ne sais plus, c'est dans 10 jours, 11 jours, il y a un lander qui atterrit sur Mars avec un sismographe. On va écouter le cœur de Mars. Donc, me dire que l'innovation, c'est New Space... C'est la mission Insight, c'est ça? C'est la mission Space. C'est extraordinaire. Et ça se passe à 8 stations de métro d'ici. Hein.
Ça se passe à Toulouse, je veux dire, le fait qu'on construise ces instruments-là et qu'on les développe. Donc d'abord, le New Space, c'est ça. C'est à nouveau le rêve, à nouveau on a envie d'espace, alors que depuis 20 ans, on avait l'impression que bon, l'espace c'était réservé aux happy few, Ivy League, des gens intelligents, ingénieurs, je ne suis pas ingénieur, qui travaillaient sur des choses tellement compliquées que c'est impossible. Ben, c'est pas ça l'espace, c'est le rêve. À nouveau le rêve, et il y a plein de missions. Il y a Metopsé qui a été envoyé il y a moins de 10 jours avec un instrument d'Argos sur ce satellite, et on a un premier signal a été reçu par un pêcheur sénégalais au large de Dakar. Voilà. C'est ça le New Space. On invente des choses, et j'allais dire, on invente des produits. Ça, c'est la première chose, et ça, c'est extraordinaire, parce que quand on travaille dans l'espace, à Toulouse, au cœur d'une capitale mondiale de l'espace, et qu'on a un sujet qui intéresse tout le monde, ben, ça fait plaisir. Et je pense que la passion est là. Deuxième dimension du New Space, c'est un petit peu, j'allais dire, moi ce que j'appelle, parce que j'ai travaillé dans d'autres secteurs, c'est business as usual, c'est miniaturisation, numérisation et mondialisation. C'est-à-dire que comme dans tous les secteurs, d'un seul coup, avec la numérisation, on baisse la taille des instruments, on baisse les coûts des instruments, y compris le lancement, et en plus on mondialise, c'est-à-dire qu'il y a plein de pays qui avant ne faisaient pas partie des happy few, qui aujourd'hui lancent des instruments. La Philippines ont envoyé un deuxième nanosat, etc. dans l'espace. Donc ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire que avant, c'est facile, on travaillait avec TAS, on travaillait avec Airbus, c'était vachement bien. Et maintenant, on va travailler avec d'autres, avec Strosmi, Exotrail, Nexeia, et c'est aussi très très bien. Ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne à travailler de manière différente. Ça veut dire que ce n'est pas une révolution dans notre manière de travailler. L'innovation, depuis 57 ans que le CNES existe, elle a toujours été là, on a toujours été obligé d'innover, mais j'allais dire là, on a amené et obligé, c'est bien, à innover avec d'autres acteurs, à écouter d'autres acteurs, d'autres systèmes de production, d'autres intelligences de la production. Ne pas dire ça ne marchera pas. Écoutez. Notre métier dans l'innovation, c'est la psychologie, c'est la psychothérapie, c'est d'abord écouter, comprendre et se voir comment on peut innover avec vous. C'est passionnant. Tout à l'heure, vous parliez de la comparaison avec d'autres secteurs. Vous parliez peut-être des biotech, c'est ça? On peut comparer peut-être aussi à l'avènement d'Internet, c'est-à-dire qu'il y a un foisonnement, il y aura forcément peut-être une concentration ensuite, à votre avis? Oui, je parlais des biotech. C'est, en 1990, Merck, qui est une entreprise pharmaceutique, avait une valorisation boursière égale à l'ensemble des biotech du monde. Aujourd'hui, 7 médicaments sur 10 ont été créés par des biotech, des startups. Peut-être dans 20 ans, cette mission seront drivées par des startups. Aujourd'hui, des startups et bientôt des licornes, comme on dit. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que, j'allais dire, moi, j'aime bien la personne qui s'appelle M. Sénard, qui est patron de Michelin. Et quand on demande au patron de Michelin qui sont vos concurrents, il répond quelque chose de très simple: je ne sais pas. Parce que peut-être quelqu'un est en train de créer une entreprise qui va être mon concurrent. C'est ça le New Space, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein d'acteurs. Il faut qu'on apprenne à travailler avec tous ces acteurs-là, parce que ces acteurs vont créer de la richesse dans le spatial, qu'on appelle le New Space ou le Space, on s'en fiche. Ils vont créer de la richesse, donc à nous d'apprendre à travailler avec eux. Il y a une démocratisation, quoi. Tout le monde peut lancer des projets. Christian, qu'est-ce que vous en pensez? Vous partagez ce point de vue? Ouais, alors pour moi, le New Space, la grande différence entre le New Space et le Old Space, c'est l'aversion au risque du entre guillemets Old Space, parce que finalement, il n'y a pas de Old Space et New Space. Finalement, c'est exactement les mêmes technologies, à pas grand-chose près. Quand on regarde OneWeb, finalement, aujourd'hui, c'est considéré comme New Space, c'est 900 satellites. Bon, mais c'est Airbus DS qui les fait. Bon, si on dit que c'est du New Space, on se gourre un peu. Donc, c'est plus, pour moi, philosophique, c'est un problème d'aversion au risque. Historiquement, quand un client commande à Airbus DS ou à Thales Alenia Space un satellite géostationnaire de télécom, ça coûte 200 millions d'euros. Alors 200 millions d'euros, c'est du one-shot, une fois, on le lance avec une fusée, mais là, on essaie de tout faire pour qu'il marche, parce que s'il ne marche pas, ça coûte un peu cher. Et ce qu'a vraiment amené le New Space, c'est qu'on va lancer beaucoup de satellites. Puis s'il y en a un ou deux qui ne marchent pas, finalement, c'est pas grave. Et en fait, ça change complètement la philosophie de développement des produits. Et du coup, ça permet de réduire drastiquement les coûts. J'en parlais tout à l'heure. Moi, j'ai produit beaucoup de structures de satellites dans ma vie. Dans le coût d'une structure, plus de la moitié du prix, c'est des tests. Et moi, en ayant testé beaucoup de structures satellites, ça m'est jamais arrivé d'avoir une qui casse, quoi. Donc, à un moment donné, les acteurs du New Space se disent, bon, mais il y a un
panel d'essais, il y a pas mal de choses qui sont là pour des redondances. Est-ce qu'elles sont vraiment nécessaires? Est-ce qu'elles sont vraiment utiles? Donc on pèse le pour et le contre, et bien ils prennent ces risques-là. Mais quand vous regardez Elon Musk avec ses lanceurs, ben, il a fait avancer vraiment beaucoup de choses sur l'électronique, des choses comme ça, le pilotage, mais les moteurs sont particulièrement vieux. Voilà. Donc on met de l'innovation là où il faut la mettre, et puis les choses qui sont un peu sensibles, ben, on reste prudent. J'en profite pour vous dire que si vous voulez voir, merci beaucoup, un nanosatellite, il y en a un en démonstration juste à côté, dans une des salles au lab, l'espace de démonstration de Futurapolis. Monsieur Balti, cette effervescence, vous la voyez, ou vous pensez que c'est juste un phénomène de mode ou un phénomène médiatique? Alors déjà, je vais aussi peut-être aussi reprendre un peu ce qui a été dit. Je partage l'image. Pour moi, le New Space, c'est une renaissance. Remettre le spatial aussi au cœur des rêves de tous les citoyens. Je pense que le spatial redevient accessible, alors que c'était devenu un secteur relativement privilégié. C'est aussi un changement de méthode. Quand on innove, on ne va pas travailler de la même manière que quand on développe des programmes, donc des gros programmes de satellites géostationnaires. Il y a des méthodes qui sont imposées pour garantir qu'un service sera en place, pour que les gens soient sûrs de recevoir la télé, qu'il n'y ait pas de coupure, etc. Sur des projets complètement innovants, visionnaires, futuristes, eh ben c'est important de directement passer à l'action, lancer les projets, se doter de ces moyens-là. Et c'est ce que le New Space nous réapprend, parce qu'en fait, on l'a fait. Les grands projets des années 2000 autour de l'Internet, que ce soit Iridium, il y avait d'autres grands projets qui ressemblent aux projets qu'il y a actuellement, qui à l'époque, certains ont abouti, d'autres non. Mais on a connu cette phase un peu New Space il y a quelques années, et ça revient et ça fait du bien, parce qu'aussi on est dans cette industrie, parce qu'on a envie de rêver, on a envie de porter des grands projets. Et donc l'industrie bénéficie, et l'écosystème dans sa globalité bénéficie de toute cette dynamique. Je pense que tout le monde réapprend à travailler sur ces projets plus en rupture, plus innovants. Il faut quand même garder à l'esprit que ce qui existe et qui fonctionne reste tout à fait aussi pertinent aujourd'hui. 90% du business reste complètement lié aux acteurs en place, qu'ils soient institutionnels ou privés. Donc le New Space reste un petit morceau de notre activité économique, mais c'est extrêmement intéressant, dynamisant en fait. C'est extrêmement dynamisant pour notre écosystème et vertueux pour l'ensemble des acteurs. Donc beaucoup d'opportunités. Alors tout à l'heure, quand on voit le titre de la table ronde, on parle de bataille galactique, et c'est vrai que vous avez souligné à juste titre le rôle que joue Toulouse dans la mission InSight. Est-ce que la France est bien partie en fait dans cette... Vous disiez tout à l'heure qu'il y a une mondialisation des projets, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'elle tire encore mieux son épingle du jeu? Je vous pose la question à tous les quatre. Peut-être Gauthier, si vous avez un avis. Je peux ouvrir le débat. Donc nous, on est implanté à Paris, tout d'abord. On est issu de l'école polytechnique et on est maintenant à Antony, dans le sud de Paris. Et régulièrement, on nous demande, pour les prochaines phases de développement de notre boîte, si on compte aller aux États-Unis ou en Allemagne. Et notamment pour des problèmes de financement. Moi, je pense c'est soit les financements, soit le talent, ou soit les clients qui doivent causer le fait de se développer à l'international. Et je pense qu'en France, on a tous les ingrédients qu'il faut pour être le leader, alors non pas de tout le spatial, mais de domaines qu'on définirait. Il y a un exemple en Europe qui est Luxembourg, qui a eu une politique assez agressive d'attractivité des activités du spatial, et notamment celles qui sont liées à l'extraction des minerais d'astéroïdes. Et je pense que la France et l'Europe pourraient avoir des politiques similaires en termes de devenir le leader sur un bout du spatial. Et je pense vraiment que la France a tous les atouts pour faire ça dans le futur. Merci beaucoup. Christian, vous vouliez dire quelque chose? Merci Gauthier. Oui, je pense quand même, faut le dire, on est dans une région assez incroyable. Hein. En fait, à Toulouse, on fait 50% du spatial français, 25% du spatial européen. C'est énorme. Et objectivement, il y a un creuset qui est quand même assez exceptionnel. Et quand on regarde la foultitude de petites startups, entreprises, ETI qui bossent autour du secteur spatial, qui innovent tous les jours avec tous les labos qui existent à Toulouse, je pense qu'on a vraiment, alors en France, mais en particulier
particulier à Toulouse où on est aujourd'hui, une grosse puissance pour émerger demain dans le monde, c'est clair. Mais, allez-y. J'allais dire si la France veut toujours être leader mondial. Bon, alors Luxembourg, ils travaillent sur space mining. Il faut savoir que pour récupérer 1 gramme de poussière martienne, ça coûte 50 millions. Donc j'espère qu'on va retrouver des minerais extraordinaires parce que va falloir travailler. Hein. Donc Luxembourg, tout le monde sait, pour savoir le modèle financier luxembourgeois qui dit aux Américains que c'est assez amusant la manière dont ils travaillent. Mais bon, c'est pas très industriel, c'est pas très New Space, c'est plutôt argent et retour d'argent. Ça, c'est mon opinion. Par rapport au développement du New Space, bon, une start-up, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'argent, de fonds, et elle a besoin de clients. Comme n'importe quelle boîte. Bon, donc les fonds, il faut que nous, en France, on travaille mieux sur la création de fonds et le financement des start-up, parce qu'on est un peu en retard par rapport à ça. C'est ce qu'on discutait. Le financement des start-up, on est un peu en retard. Il y a beaucoup de financement public, mais il n'y a pas beaucoup de financement public-privé ou privé directement. Et là, il y a de l'argent à mettre en place. Au CNES, on va créer un fonds qui s'appelle Cosmic Capital, parce qu'on pense qu'il faut créer un fonds. Il y a un fonds chez Thales, il y a un fonds chez Airbus Defence and Space. C'est un fonds de combien chez vous? Un fonds qui sera, le closing, on espère, on touche du bois, autour de 100 millions. 100 millions. Donc voilà, donc donc premier niveau, financer les startups. Deuxième niveau, les clients. Et là, c'est l'ensemble de l'écosystème. C'est un partenariat avec les grands groupes, avec les startups pour qu'on développe des possibilités. Il y a, par rapport à Kineis, peut-être qu'on parlera à Kineis, c'est à la fois un projet autour d'Argos for Next Generation, avec d'un côté TAS pour la constellation, avec d'un côté Nexeia sur les nanosats, etc. Donc on a des projets comme ça, dans lesquels il y a un partenariat grand groupe, start-up, enfin maintenant c'est une belle boîte, Nexeia, sur lesquels on va travailler. Puis dernier point, et moi c'est le point sur lequel je suis... le plus têtu, et je suis un breton, donc je serai très têtu, c'est la France existera si on a toujours la science et la bonne recherche spatiale en France. Il faut continuer à investir dans la recherche et dans la science spatiale en France. Si on est la deuxième puissance pour l'exploration martienne après les États-Unis, s'il n'y a pas une mission martienne où la France n'est pas dans le bateau et avec les Américains, c'est parce qu'on a une recherche extraordinairement de qualité. Donc il faut maintenir cette recherche, donc il faut continuer à investir dans la recherche publique française et dans les savoir-faire français dans ce domaine-là. Merci beaucoup. Cédric Balti, est-ce qu'il faut plus d'argent? Est-ce qu'on a plus de recherche? En tout cas, maintenir la recherche où elle est? Alors moi, j'aurais bien aimé répondre à la question d'avant. Je pense que déjà, le New Space, il y a tous les ingrédients qu'il faut en France pour développer cette culture-là et ces méthodes-là, et des projets qui sont étiquetés New Space. Et moi, j'aime bien parler aussi des acteurs établis comme l'Experience Space, c'est-à-dire c'est des acteurs du spatial expérimentés, c'est pas du Old Space. En fait, on sait porter aussi des projets d'innovation. Gilles parlait de Kineis, qui est une constellation de satellites pour faire de l'Internet des objets, mais on peut aussi parler de Stratobus, qui est un bus, une sorte de ballon stratosphérique qui est géostationnaire par rapport à la Terre, qui ouvre des tonnes de perspectives. On peut aussi parler d'un autre projet de constellation de petits satellites qu'on développe. Donc on sait faire complètement du Stratobus, space. c'est impressionnant. Oui. C'est assez grand, non? Alors, Stratobus fait je ne me rappelle plus des tailles exactes, mais plus de 100 mètres de long. C'est un énorme ballon, un peu comme les zeppelins que vous avez pu voir si vous êtes fervent d'histoire, mais qu'il y avait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est ces technologies qui sont complètement innovantes, qui sont complètement alignées à la culture New Space qu'on envie aux Américains, mais je suis persuadé qu'on n'a absolument rien à leur envier. On a tous les atouts techniques, on a les moyens, les financements, les modes de travail qui se mettent en place petit à petit. Nous, on travaille pas mal avec le CNES pour voir comment développer l'innovation. Et donc oui, je pense que le New Space, il y a l'effet buzz sur le moment avec des projets très visionnaires, et nous, on en a aussi. Et sur la durée, il faut quand même une colonne vertébrale solide avec des méthodes, et ça, on a tout ce qu'il faut. Donc je pense que sur la durée, l'Experience Space devrait arriver petit à petit à s'imposer aussi comme pertinent dans cette dynamique New Space. Christian. Alors, je vais rebondir aussi sur ce qu'il disait Gilles. C'est très important, effectivement. C'est très important, effectivement, le fait d'investir et d'injecter de l'argent dans le monde spatial. Pour une autre raison, c'est que ça génère beaucoup de business dans le reste de l'économie. Alors, évidemment, les applications spatiales, mais pas que. Enfin, voilà, Saint-Denis, la société dont je suis président directeur général, on a développé, à partir d'une techno financée en partie par le CNES, pour mettre au point le premier simulateur de Galiléo, une technologie qu'aujourd'hui on met
dans les métros pour que, avec votre téléphone portable, sans que vous ayez besoin de télécharger une appli, vous pouvez naturellement savoir où vous êtes. Voilà. Mais ça, c'est ça le New Space aussi. Derrière, ça va générer beaucoup de business dans le reste de l'économie. Donc plus on fait de recherche qui concerne l'espace, plus on améliore notre vie sur Terre. En tout cas, c'est possible. Juste avant de parler je voulais vous dire que bien sûr, il y aura des questions ouvertes au public dans quelques minutes. Mais j'avais deux thèmes que j'aimerais bien aborder encore avec vous, messieurs. C'est les challenges que doit relever le New Space à l'avenir, notamment la problématique éventuelle des débris, et puis la problématique des fréquences. Comment on doit réguler en fait cette explosion du New Space, avant de s'intéresser si peut-être le New Space pourra nous amener à bien d'autres choses encore que l'observation de la Terre. Ou la connectivité, peut-être un jour nous emmener ailleurs, si c'est souhaitable en tout cas. Juste sur cette question de la régulation, est-ce que c'est clé ou est-ce que c'est un problème secondaire pour vous ? Pour moi, l'environnement spatial, c'est un peu comme l'environnement sur Terre. Donc, initialement, c'est possible de faire un peu n'importe quoi, et assez rapidement, on se rend compte qu'en fait, il faut quand même réfléchir aux problèmes à long terme. Et donc, ça, c'est vrai pour les débris spatiaux encore plus, parce que typiquement, surtout s'ils sont à haute altitude, une fois qu'ils y sont, ils y restent pendant très longtemps, et ils peuvent même, en cas de collision, générer encore plus de débris et réellement empêcher l'utilisation commerciale du spatial à très long terme. Et donc il se trouve que notre société commercialise des systèmes de propulsion pour petits satellites et qui peuvent permettre non pas de résoudre le problème totalement, mais de mitiger, donc pendant la durée de vie, d'éviter les débris et donc de minimiser le nombre de collisions, et en fin de vie, s'assurer, si on est en orbite basse, de redescendre suffisamment pour réintégrer l'atmosphère et brûler, ou à plus haute altitude. En fait, il y a certaines altitudes, c'est un peu comme sur Terre, où c'est moins problématique de rester, donc il y a des orbites cimetières, comme on appelle, et donc avoir de la propulsion, ça permet de s'assurer que les endroits où les futurs satellites voudront se placer restent vierges et peuvent être utilisés à long terme. Merci. Moi, si vous voulez, je vois deux scénarios qui sont un peu catastrophiques. Dans l'un, en tout cas, c'est aujourd'hui 6e force américaine, la guerre de l'espace, où on voit que, vous savez, on parle dans la stratégie militaire, on parle de green water, blue water, maintenant on parle de dark water. En gros, c'est là qu'on va avoir de nouveaux champs de bataille. Et il y a aussi l'autre scénario que je défends plutôt à titre personnel, qui est l'espace est un bien commun. Et donc il faut réguler en effet le bien commun, parce que le nombre de satellites, je crois, alors il y a des gens du CNES dans la salle, donc ils doivent savoir la réponse, je crois que c'est 85% des objets qui sont en orbite qui sont des débris. Donc il y a beaucoup de débris, c'est énorme le nombre de débris, et donc il faut arriver à le gérer. On a un système de surveillance au CNES qui est aussi très au point, le deuxième aussi mieux au point après celui des Américains. Donc il faut vérifier ça, et il faut en effet réguler, parce qu'on ne peut pas accepter de polluer l'espace comme on a pollué notre planète. Je veux dire, moi j'ai adoré Space Oddity, la voiture qui s'envolait sur l'espace, la Big Fucking Rocket. J'ai sûrement regretté que ça ait un autre pollution spatiale. Mais un débris de plus. L'image était belle, un débris de plus, mais arrêtons de faire des débris. Il faut qu'on arrive à gérer. On a travaillé avec Microscope sur la désintégration d'un satellite qui est redescendu dans les très bonnes conditions, qui a été désintégré de manière totale, qui est parfait. Et donc voilà, on sait faire ça, on peut faire ça. Il faut réguler, sinon on ne régule pas, on aura la pollution, y compris dans l'espace, qui est quand même insupportable. Il peut y avoir des solutions technologiques, quoi, c'est ça. Je rajoute juste un mot, c'est assez rigolo, parce que ces débris ont modifié la façon de voir de OneWeb, hein, c'est ce qu'on dit. C'est qu'effectivement, le fait qu'il y ait un risque de panne successive sur une orbite peut générer des satellites qui se percutent et pourrir, entre guillemets, la totalité de l'orbite sur laquelle il se retrouvent ces débris. Donc, pour cette problématique de débris, y compris pour le New Space, il est très très important d'avoir des satellites beaucoup plus fiables que ce qu'on pensait au départ pour éviter de transformer l'espace en poubelle. Oui, j'allais faire un petit peu le même commentaire. Ouais. Je voulais rajouter aussi que, effectivement, le New Space, on voit souvent la partie immergée de l'iceberg. Il y a aussi des problématiques derrière. Je pense que plus il va y avoir d'activités autour de la planète, que ce soit des constellations de satellites ou que ce soit des missions avec des gens qui vont aller sur des planètes, sur la Lune ou autre, plus il va falloir
y mettre un cadre réglementaire qui va contraindre qui va réguler en fait l'accès à l'espace et les déplacements dans l'espace. En tant qu'industriel, on y travaille, on est en train d'investir dans une constellation pour observer les objets et pouvoir les identifier. On travaille aussi sur des solutions pour attraper des objets et nettoyer l'espace. Donc c'est une problématique qui est fondamentale pour l'avenir de notre industrie au sens large, que de se préoccuper des débris spatiaux et de la réglementation liée à l'augmentation de l'activité autour de la planète. Mais sur la définition de l'espace comme un éventuel bien commun et sur la nécessité de le réguler, pour vous, c'est l'ONU qui doit réguler ou ce sont des traités internationaux? Moi, je pense qu'après, rentrer dans les détails, on a un très bon spécialiste du droit de l'espace au CNES, il faudra lui poser la question. Moi, je pense qu'il faut des traités internationaux. En effet, il y a des traités à mettre en place. Il faut qu'on arrive à gérer cela, et non pas de manière défensive, mais de manière offensive. Il faut arrêter de polluer. Il faut mettre en place des outils pour, en effet, désorbiter. Là aussi, avec des propulsions modernes, on va pouvoir faire ça de manière propre. Donc, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Et puis, ça va créer peut-être des nouveaux besoins, donc peut-être la création de nouvelles start-up. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Voilà, monsieur. Oui, je note bien que le CNES et puis tous ses collègues sont d'une qualité exceptionnelle, c'est vrai, pour l'espace. Juste une question. Jeff Bezos et Elon Musk font atterrir des fusées réutilisables à la verticale. Magnifique technologie. Comment se fait-il alors que l'on a une puissance d'espace extraordinaire? On n'y est pas pensé, on ne l'est pas fait surtout. Tintin l'a fait, non? Alors, j'allais dire, la question c'est pourquoi faire? Parce que moi je veux bien atterrir à plat ventre, de dos, sur la tête, c'est pourquoi faire? La vraie question elle est là. La vraie question du réutilisable, c'est le business model. Ou alors on parle d'autre chose. Bon, qu'on parlait tout à l'heure de 1300 licenciements en disant c'est l'impact du New Space, absolument pas. Je veux dire, il y a deux sociétés qui ont fusionné et dans lequel il y a des efforts de compétitivité qui n'ont rien à voir avec le New Space. C'est un travail de compétitivité de l'entreprise et il faut respecter cette compétitivité, surtout comme elle n'aura pas d'impact sur l'emploi puisque c'est des suppressions d'emplois sans licenciement. Donc la question, elle est du business model. Voilà. Il y a des lanceurs avec un certain business model. Aujourd'hui, on voit bien que par rapport aux lancements commerciaux qui représentent à peine 20% de l'ensemble des lancements de satellites, on a le réutilisable est un meilleur lanceur que les satellites, que les lanceurs institutionnels type Ariane 5 et futur Ariane 6. Voilà. Pour les lancements, j'allais dire, institutionnels, on ne sait pas encore. On a Vega C en Europe aussi. On a plein d'outils, etc. Donc, attendons de dire, est-ce qu'on y a pensé? Bien sûr qu'on y a pensé. On travaille sur Callisto, qui est un modèle de retombée à nouveau d'un lanceur qui pourra retomber sur la verticale. Donc, on le travaille dessus. 2025, premier atterrissage prévu. Donc, on y travaille. La vraie question, c'est le business model. Est-ce que c'est plus intéressant au niveau économique ou est-ce que ce n'est pas intéressant au niveau économique? Dans le cadre des lancements commerciaux et non dans le lancement institutionnel. Je rappelle que le lancement institutionnel représente largement la majorité des lancements qui concernent les satellites aujourd'hui. Bon, finalement, c'est ça le New Space en fait, quelque part. Il le fait pourquoi? Au départ, pas forcément pour gagner de l'argent. Il essaye, il y arrive, ça fait une com pas possible, ça lui amène de l'argent, parce qu'il a besoin de ça, hein. Ça lui amène de l'argent, c'est de la com, et puis peut-être ça marchera. Aujourd'hui, les modèles économiques sont partagés. Lui, je vais peut-être y arriver à rendre le système rentable. Mais c'est vrai que si on n'essaie pas, on ne saura jamais. Lui, il essaye avec son pognon, avec son argent, pardon, avec celui du contribuable américain quand même un peu. Mais c'est ça l'intérêt, quoi. C'est l'intérêt, il essaye. Tu me rappelles le contrat qu'il a avec la NASA sur 5 ans? Oui, 7 milliards. C'est son argent. Il y a beaucoup d'argent public. Est-ce que ça répond à votre question, monsieur? Non, mais c'est pas grave. Allez-y, relancez. Non,
Non, parce que là, vous vous défendez, mais lui, il l'a fait, quoi. On peut dire, c'est encore une fois de plus, les Américains, ils vous montrent la voie, vous cachez derrière le modèle économique. Bref, s'ils le font, ils ne sont pas plus bêtes que la moyenne. S'ils le font, c'est qu'il y a peut-être un intérêt, même économique, me semble-t-il. Non, mais on sait le faire. Le sujet n'est pas de savoir si on ne sait pas le faire. Non, mais on sait faire. Je veux dire, bon, alors, votre question, c'est est-ce que les Européens sont trop cons pour ne pas savoir réatterrir? Non, on le sait faire. Donc, article 1. Article 2, est-ce que c'est plus rentable? Quand notre ami qui est un génie, moi, Elon Musk, j'adore ce qu'il fait, je trouve un génie. Mais je trouve que c'est comme Steve Jobs, voilà, c'est des gens qui sont géniaux. Mais on a eu des gens aussi géniaux au CNES, chez TAS, dans plein d'entreprises. Donc est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est rentable? C'est ça la question. Est-ce que c'est rentable? Pour l'armée américaine, ça coûte plus cher qu'un lancement sur Ariane 5. Par contre, pour un satellite commercial, ça coûte moins cher qu'un lancement sur Ariane 5. C'est ça la réponse. Donc voilà, c'est ça. La question, c'est toujours à quoi ça sert. On peut faire plein de choses qui servent à rien. Si ça vous amuse, c'est parfait. Je vais abonder un petit peu dans le sens de Gilles, parce que nous, on ne travaille pas du tout sur ce domaine-là, mais j'ai beaucoup discuté avec des experts, on va dire, dans notre secteur des lanceurs, et souvent la question, et je dirais même avant qu'il l'ait mis en place, c'était oui, mais est-ce que c'est rentable et ça vaut la peine? C'est-à-dire, c'est quoi l'intérêt, c'est quoi l'objectif? Voilà. Et l'objectif, il n'est pas du tout évident. C'est-à-dire, quand il récupère l'objet, il faut apparemment, donc j'ai pas l'expertise, mais ce qu'on m'explique, c'est qu'il va falloir qu'il le retraite complètement et qu'à la limite, aujourd'hui, le coût est quasiment supérieur ou au moins, au mieux, égal au fait de ne pas le récupérer. Donc, la question se pose. Par contre, effectivement, et je reviens sur l'attitude New Space, ils vont peut-être moins se poser de questions et ils vont faire. Et ça, c'est extrêmement aussi vertueux et on apprend de ça. Mais on n'est pas obligé de tout essayer. En l'occurrence, sur ce chemin-là, je ne sais pas quelles sont les raisons, mais ce n'est pas un chemin qu'on a exploré dans l'industrie française, en tout cas. Non, moi je suis comme Gilles, je suis un fan d'Elon, et franchement, son mérite, c'est d'avoir essayé. Mais bon, ça ne sert à rien que tout le monde essaye. Il y en a un qui essaye, il dépense beaucoup d'argent, c'est lui qui a essayé le premier parce que c'est lui qui a le plus d'argent, voilà. Mais c'est super qu'il l'ait fait, et puis on va voir ce que dit l'histoire. Il a peut-être raison, peut-être tort, il faut essayer. Merci. Peut-être une autre question? On pourra en reparler, monsieur, après. J'avais une petite question donc, pour les startups surtout. Pour TrustMe, donc, vous disiez que vous faisiez des propulseurs pour les petits satellites, donc j'imagine que c'est la propulsion électrique. Qu'est-ce qui différencie votre proposition sur le marché par rapport à des acteurs assez classiques comme par exemple Snecma ou Fackel qui font aussi ce genre de propulsion? Alors on fait de la propulsion électrique, mais pas seulement. Mais pour ce qui est de votre question plus spécifiquement, en fait nos premiers produits s'adressent à des satellites qui sont plus petits et qui ont typiquement des budgets plus petits et pour lesquels ni Safran ni Fackel peuvent proposer des produits adéquats parce que c'est des plus grosses structures qui sont organisées pour pouvoir servir OneWeb, des satellites géostationnaires et d'autres clients qui ont une capacité à payer beaucoup plus grande que les constellations de satellites New Space. Donc, en tout cas, pour nos premiers produits, c'est ça qui nous différencie. D'accord, merci. Merci. Allez-y. Non, ça me donnait envie de réagir juste sur ça fait partie des choses très intéressantes de la dynamique actuelle. C'est que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un écosystème qui se mette en place. Et c'est ça qui se passe. Le New Space je dirais le New Space connoté nanosatellites, etc., a tout un écosystème qui a été entraîné par ces projets et qui fait que maintenant il y a des entreprises qui sont en train d'émerger un peu partout. Parce que c'est pas le même produit pour faire des gros satellites avec des gros systèmes de propulsion que pour faire des petits satellites avec des petits systèmes de propulsion, par exemple. Mais on pourrait prendre d'autres sous-systèmes. Donc c'est tout un écosystème qui est en train d'émerger. Merci beaucoup. Est-ce qu'une autre personne dans la salle Oui, monsieur. Juste pour rebondir sur la première question, donc on a bien compris que Elon Musk il est sur marché commercial et vous êtes un peu plus sur. C'est ce que vous avez dit au début, non? J'ai dit qu'il faisait payer beaucoup plus cher le lancement institutionnel et beaucoup moins cher le lancement commercial. Lui aussi, 80% de son marché, c'est l'US Air Force et le public. Il ne faut pas oublier que dans l'espace mondial, le chiffre d'affaires institutionnel, donc les lanceurs d'État, des satellites d'État, ça représente plus de 85% du marché.
En France, c'est 80%. Au Japon, c'est 95%. En Chine, vous imaginez que c'est à peu près 100%, etc. Donc voilà, donc c'est ça aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que New Space représente quelque chose de ridiculement bas. Ça veut dire que ça émerge, c'est fort, mais qu'aujourd'hui encore, le lancement institutionnel de satellites est le lancement le plus développé, le plus grand chiffre d'affaires. Donc je dis simplement que le business model d'Elon Musk, c'est on fait payer très cher les lancements institutionnels et on fait payer beaucoup moins cher les lancements commerciaux. Nous, en Europe, malheureusement, on ne peut pas jouer. On a un prix équivalent. C'est ça, c'est la différence sur laquelle on n'arrive pas à jouer. D'où les réflexions qu'on a, que Airbus Defence and Space a avec le gouvernement et l'Europe sur comment est-ce qu'on pourrait mieux protéger l'industrie spatiale des lanceurs en France, en Europe, puisque en France et en Europe, pour faire en sorte qu'on arrive aussi à jouer sur ces prix entre institutionnels et commercial. Voilà, c'est ça un petit peu. Mais Elon Musk est dans la même situation que nous. La plupart des satellites qu'il envoie, le dernier satellite qu'il a envoyé, et qui, vous avez vu, c'est il y a 2 jours, je crois, c'est un satellite émirati. Et j'allais dire, c'est un satellite payé par les Émirats Arabes Unis, et c'était un investissement public des Émirats Arabes Unis. Ce n'est pas un investissement privé. Et donc, il les a fait payer le prix un peu plus cher. On pourra en parler encore assez longtemps, mais 45 minutes, ça passe très vite. Je crois que Christian, on nous demande d'arrêter, mais on vous invite bien sûr à continuer la conversation après la table ronde. Juste, je voulais dire un tout dernier mot. Oui, ça, c'est la seule chose qui nous oppose avec Gilles, c'est que pour moi, le New Space, c'est pas que le privé. Pour moi, ça s'oppose pas du tout. Donc effectivement, beaucoup de gens disent, ouais, le New Space, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, qui investissent pour faire des concessions satellites, c'est ça le New Space. Non, le premier New Space, c'est le premier à y avoir été, c'est Elon Musk, et c'est du public. Ça s'oppose pas. C'est-à-dire que pour moi, le New Space, c'est aussi le public. Et l'impact du New Space aura un impact très fort dans le domaine public, le marché public, c'est sûr. Positivement, ou dans l'autre sens, négativement en termes de prix, bien sûr. Et je vais juste rajouter un truc, parce que ça me paraît important. Je profite qu'il y ait Sophie qui est dans la salle aussi. Plus de femmes dans l'espace. Parce que là, on est quand même des vieux mâles blancs, quand même. Enfin, heureusement qu'il y a Manuel. J'allais dire, on a des gens exceptionnels. On parlait des génies. On a quelqu'un d'exceptionnel à Toulouse qui s'appelle Marianne Claire, on en parlait. Qui a tout compris sur le New Space, qui a tout compris sur les nanos, qui a tout compris sur, qui va travailler sur Strosmi, une femme qui est directrice des services orbitaux, qui est quelqu'un de fabuleux. Donc voilà, il faut plus de femmes dans le spatial, non pas parce que c'est bien, ça la fout bien, mais parce qu'on a besoin de mixité de tous les côtés. Et on parlait aussi de l'investisseuse Hélène Huby tout à l'heure, donc un appel aux femmes. Et vous remarquerez, généralement, qu'il y a beaucoup de femmes et de jeunes femmes dans la salle. Merci beaucoup. Donc, j'invite tout le monde, les femmes y compris, à venir parler avec vous 4. Merci beaucoup. Merci.